Il est 20 h, bonsoir à tous, voici les titres de l'actualité de ce dimanche. Nous reviendrons sur l'inquiétude des Restos du Cœur à la veille de l'ouverture de leur campagne hivernale. Ils évoquent leur manque de moyens face à de plus en plus de demandes. Les restos avaient distribué l'an dernier 100 millions de repas. La grippe A, après les plus grands, voici les plus petits. Les écoliers du primaire et de la maternelle sont attendus dès demain dans les centres de vaccination. Une nouvelle vague, mais avec quels moyens? Nous ferons le point sur l'organisation de tout cela. L'étonnant résultat d'un référendum en Suisse. Contre toute prévision, la population a finalement décidé aujourd'hui, lors d'une consultation, d'interdire la construction de minarets sur leur territoire. Avec quelles conséquences? Explication dans un instant. Notre enquête ce soir, édifiante enquête sur les hooligans serbes. Un mois après la mort du supporter toulousain Brice Taton, nous sommes retournés à Belgrade et vous verrez que là-bas, rien n'a changé. Entre haine et violence, c'est le grand format de ce dimanche. Un dimanche de sport également avec du rugby et la victoire des All Blacks, du football, la blessure du gardien parisien Grégory Coupet, la victoire de Bordeaux ce soir qui reprend la tête du classement et du tennis avec la finale des Masters. Enfin, quand le cinéma français s'intéresse à la politique, voici la sainte victoire à l'affiche Clovis Cornillac et Christian Clavier. Ici, pas question de comédie, mais un regard assez clair, net et précis sur cet univers souvent impitoyable. Christian Clavier nous parlera de tout cela tout à l'heure. Il est avec nous. À tout à l'heure. Bonsoir. Merci d'être avec nous. On va revenir sur toute l'actualité de cette fin de week-end, mais commençons ce soir par une actualité presque intemporelle. Cela fait 25 ans déjà que les Restos du Cœur entament chaque hiver leur campagne de distribution de repas. Et celle qui débutera demain s'annonce, selon l'association, difficile. Leurs moyens sont en baisse et la demande, elle, ne cesse d'augmenter. En période de crise comme aujourd'hui, s'alimenter est pour certains un combat quotidien. Des hommes, des femmes que Loïc Delamornay et Thierry Breton on rencontrait aujourd'hui sur un marché parisien. Pour eux, un dimanche comme tant d'autres. Regardez. Un cajot de raisin vient d'arriver. En quelques secondes, les grappes disparaissent dans les poches, les cabas et les sacs de fortune des glaneurs. Car oui, il existe un terme officiel pour désigner ces clients très particuliers. Et c'est au pied de la benne à ordures, où vont être jetés tous les invendus et les produits trop mûrs, que les glaneurs font leur marché. Aucun ne veut montrer son visage, par honte et par dignité à la fois. J'ai des choux-fleurs, donc un ananas et des tomates pour le moment. Et il y en a beaucoup, c'est pour se nourrir, tout comme moi. Hein. Si j'avais pas ça, sans mentir, je pourrais pas. Hein. Entre guillemets, ça m'a énormément... Oui, entre guillemets, sauvé, quoi. Ces personnes ne considèrent pas qu'elles font les poubelles. La plupart ne sont pas SDF, plutôt des gens aux revenus très modestes. Pour eux, il s'agit d'un système de débrouille et de chasse au gaspillage, le seul moyen de s'offrir des fruits et légumes. Il y en a qui sont bonnes, d'autres pas. Même celles qui ne sont pas bonnes, qui sont un peu molles, moi je m'en sers pour faire de la sauce tomate. Les dernières minutes du marché sont une épreuve de rapidité pour empocher les beaux restes mêlés de subtile solidarité. Cet éboueur municipal concocte en vitesse de véritables sacs de provisions pour les glaneurs. Moi je leur donne à eux. Moi j'ai un salaire, j'en ai assez. Moi je donne pour ces gens-là. Là moi je fais le marché là, ici là, jeudi et vendredi, dimanche, c'est pire en pire. Officiellement, les maraîchers n'ont pas le droit de donner gratuitement leurs restes. Ils n'aiment pas trop les glaneurs, mais tolèrent ceux qui leur demandent poliment. On leur donne. Mais il faut demander, uniquement. Cette glaneuse s'éloigne, mission accomplie. Comme si elle avait gagné une semaine de survie supplémentaire. C'est sûr, elle reviendra dimanche prochain. Et la campagne des restos commence donc demain lundi. Au sein de l'association, vous allez voir que l'on se prépare à un moment important pour les bénévoles. Ils étaient 55 000 l'an dernier. Exemple à Nîmes avec Léo Lamberton et Françoise Mazou. On vient de faire le steak haché, donc j'ai fait 2 colis. Ils sont un peu sur les dents, les bénévoles des Restos du Cœur. Dans ce dépôt de Nîmes sont stockés tous les produits alimentant les 14 centres du département du Gard. Et à la veille de leur ouverture, pas question d'avoir des problèmes de stock. Et il nous faut toujours des produits d'avance pour tenir au minimum 3 semaines, pour exactement savoir où on va. Chaque centre est ravitaillé 1 à 2 fois par semaine. L'an dernier en France, les Restos du Cœur ont accueilli 800 000 personnes. Un record qui risque malheureusement d'être battu cette année. La vie est de plus en plus chère et qu'on le constate en faisant des inscriptions
la part locative, la part des loyers est de plus en plus importante et ça diminue la part restante pour la nourriture et le vestimentaire plus courant, quoi. Vous avez aussi les soupes également, 4 points. Dans le Gard, 617 bénévoles travaillent au resto. Et avant l'ouverture, c'est la répétition générale pour les nouveaux. Le Resto du Cœur m'a beaucoup aidé. Et puis, vu la situation d'aujourd'hui, je pense que si on peut tous aider tout le monde, et ben voilà. Mais les restos ne distribuent pas que de la nourriture. Dans le Gard, nouveauté cette année, on lance les Toits du Cœur pour loger les plus démunis. Nous sommes locataires de plusieurs appartements, nous y mettons des familles et ces familles, lorsqu'elles sont aptes à se gérer elles-mêmes, eh bien elles deviennent locataires de nos différents partenaires d'HLM. Les Restos du Cœur ne sont pas les seuls à distribuer des repas. D'accord. Les banques alimentaires le font elles aussi. Mais à la différence des restos, elles n'achètent pas la nourriture, elles la collectent. Ce week-end, à l'entrée des supermarchés, des bénévoles ont recueilli auprès des Français plus de 10 000 tonnes, l'équivalent de 20 millions de repas. Dans l'actualité de ce dimanche également, la pollution en Vendée et en Loire-Atlantique, pollution aux hydrocarbures. Plus de 8 tonnes de galettes de fioul ont été collectées sur les plages et cela depuis vendredi. Le point ce soir avec Françoise Vallée. Les plages sont interdites d'accès, sauf pour les pompiers. Ils essaient de tout ramasser, mais le mauvais temps en rapporte encore. Ce ne sont plus des boulettes, mais des galettes épaisses et compactes qui arrivent sur le littoral, entre Saint-Jean-de-Mont et Batte-sur-Mer. La pollution a commencé vendredi et touche toute la côte. L'île de Noirmoutier semble la plus touchée. Plus au sud, à Barbâtre, 8 km de plage sont pollués. Il y a 2 hypothèses, une pollution ancienne remontée à la surface par la météo défavorable ou plus probable, un dégazage en mer. C'est tous les ans pratiquement. Maintenant on a eu la pollution de Donge la dernière fois. On a retrouvé il n'y a pas longtemps du pétrole de l'Erika dans le port d'Échouage. Tant que les pollueurs ne seront pas, tant que les amendes ne seront pas assez fortes, je crois qu'il faut que les pollueurs payent, mais payent le prix fort. Des prélèvements ont été effectués pour tenter d'expliquer l'origine de la pollution. Les résultats seront connus en début de semaine. Un bulletin d'alerte aux fortes pluies a été émis dans les Alpes-Maritimes pour ce soir. Des pluies qui ont entraîné dans le nord du pays et précisément dans le Pas-de-Calais des inondations dans plusieurs villages situés dans une zone qui s'étend de Gravelines à Saint-Omer. La décrue a cependant commencé depuis maintenant quelques heures. De nouvelles questions dans l'affaire Trébert, ou plutôt une question. Contrairement à ce qu'il a toujours affirmé, Jean-Pierre Trébert connaissait-il Marie-Christine Van Kempen, la tante de Géraldine Giraud? C'est ce que semble en tout cas affirmer un de ses anciens codétenus, une déclaration qui pousse le président de la cour d'assises à ordonner un supplément d'information. Hakim Abdelkalek. La justice se pose une nouvelle fois la question. Jean-Pierre Trébert, assassin présumé du couple Géraldine Giraud et Katia L'Herbier, connaissait-il Marie-Christine Van Kempen? La tante de Géraldine Giraud est aussi l'ex-compagne de Katia L'Herbier. Elle a un temps été suspectée d'être, par jalousie, la commanditaire du double meurtre, mais a finalement bénéficié d'un non-lieu. Jean-Pierre Trébert et Marie-Christine Van Kempen ont toujours nié se connaître. Mais le témoignage d'un ancien codétenu de Jean-Pierre Trébert sème le trouble. Voici ce qu'il affirme dans l'Yonne républicaine le 15 septembre 2009. Il m'a expliqué qu'il connaissait très bien Marie-Christine Van Kempen. Selon Trébert, lorsque Katia L'Herbier a quitté Marie-Christine Van Kempen, il lui aurait prêté sa maison. Marie-Christine Van Kempen serait venue relancer à plusieurs reprises son ancienne amie. C'est ainsi que Trébert aurait fait sa connaissance. Les enquêteurs doivent maintenant interroger ce codétenu pour établir la crédibilité de ses propos. Avec ce supplément d'information, la justice souhaite que toutes les pistes aient été explorées avant le procès en avril du seul accusé, Jean-Pierre Trébert. Dans l'actualité à l'étranger, aux États-Unis, 4 policiers ont été la cible de tirs à Parkland, dans l'État de Washington, près d'une base militaire américaine. Nous ne savons toujours pas si ces hommes sont morts ou blessés. Selon la chaîne de télévision Fox News, 2 suspects seraient en fuite. En Suisse, on vote souvent par référendum populaire sur différentes questions de société. Et celle du jour faisait suite à une demande de la droite dite populiste. La question avait, avant même le résultat, provoqué la colère de la classe politique et des différentes églises. Une question assez claire, la Suisse doit-elle interdire les minarets sur son territoire? Eh bien, les Suisses ont répondu oui aujourd'hui à 58%. Sur place, Denis Sébastien et Thierry Simonet. Les résultats tombent et c'est comme une onde de choc pour la communauté musulmane helvétique. Les Suisses, contre toute attente, ont dit oui à l'interdiction de construire des minarets dans leur pays.
Je ne comprends pas comment on a pu accepter une loi discriminatoire en Suisse. C'est plus par rapport à la Suisse, c'est mon pays et je ne le reconnais pas, je ne reconnais plus mon pays. C'est plus le minaret qui est au centre du débat, c'est nous-mêmes, notre présence ici. Et en ce sens, moi je me sens profondément touché et rejeté. Et pourtant, le gouvernement et la plupart des partis politiques avaient appelé à dire non à l'initiative anti-minaret. Les derniers sondages prévoyaient d'ailleurs un échec du référendum avec 53% de non, mais dans le secret de l'isoloir, la population a majoritairement dit oui, 58%, et laissé s'exprimer ses peurs. Moi, j'estime qu'en Suisse, on n'a pas assez colonisé. Ils n'acceptent pas les églises, je ne vois pas pourquoi nous on devrait prendre les minarets. Il ne faut pas faire l'amalgame entre minaret et terrorisme ou certaines ambiguïtés. Des ambiguïtés, la campagne n'en a pas manqué, avec notamment cette affiche présentant le drapeau suisse transpercé par des minarets. Ce soir, l'UDC, le parti populiste à l'origine du référendum, se réjouit du résultat. C'est évidemment une bonne nouvelle parce que ça va mettre fin aux tensions qui ont lieu dans chaque ville de Suisse. Lorsqu'on veut y construire un minaret, ça crée des tensions. La Suisse compte en tout et pour tout 4 minarets. Ils ne seront pas détruits mais resteront les seuls en terre helvétique. La loi votée ce soir empêche désormais d'en construire de nouveaux. En bref, sachez que le Rwanda a confirmé aujourd'hui la reprise des relations diplomatiques avec la France, des relations interrompues fin 2006, après l'émission de mandat d'arrêt par le juge antiterroriste français Jean-Louis Bruguière contre des proches du président Paul Kagame. Le secrétaire général de l'Élysée, Claude Guéant, s'est rendu aujourd'hui même à Kigali, porteur d'un message de Nicolas Sarkozy au président rwandais. On revient en France avec la politique et c'est la présence de Nicolas Sarkozy hier à Aubervilliers lors du lancement de la campagne des régionales du parti de la majorité qui a suscité de nombreuses réactions aujourd'hui à gauche. On critique sa présence mais aussi son discours. Retour sur tout cela avec Alix Bouillaguet et Sébastien Lafargue. Nicolas Sarkozy, le président de la République. Président de la République, certes, mais hier devant le Conseil national de l'UMP, également patron du parti. Nicolas Sarkozy assume son implication dans la campagne des régionales. À la tribune, il précède même la polémique. Alors, j'observe qu'il y a parfois quelques commentaires. Pourquoi vient-il? Je veux dire aux autres formations politiques qui souhaiteraient que je vienne ma disponibilité. De quoi faire bondir les socialistes. Pour eux, aucun doute, Nicolas Sarkozy est avant tout l'homme d'un clan. C'est une manière finalement de sortir de son rôle de président de tous les Français. Un président de la République ne se lance pas dans des campagnes locales. Vent debout également les socialistes contre la stratégie de Nicolas Sarkozy. Hier, le président s'est prononcé pour une campagne des régionales basée sur des thèmes nationaux, sécurité, fiscalité ou encore immigration. Lorsque je vois qu'une personne pour qui j'ai du respect, qui est responsable d'une grande formation politique républicaine d'opposition, appelle à la régularisation massive des sans-papiers. Il s'agit, à 3 mois des élections régionales, d'agiter le chiffon rouge pour faire remonter le Front National. L'enjeu des élections régionales, c'est pas l'immigration. C'est pas l'identité nationale. On pourrait parler d'identité régionale. Non, ça c'est une faute parce que c'est transformer ce qui est l'enjeu d'une élection locale en une politique nationale. En misant ainsi sur son action, Nicolas Sarkozy prend un risque, s'exposer à un vote sanction des Français. La grippe A, les médecins militaires et les médecins du travail ont donc été appelés en renfort, vous le savez, par la ministre de la Santé face à l'afflux de la population dans les centres. La vaccination qui va reprendre demain avec une nouvelle étape qui s'annonce puisque cette fois ce sont les enfants du primaire et de la maternelle qui sont attendus dans les centres. Sur quelques semaines, imaginez, ce sont près de 6 millions d'enfants qui pourraient potentiellement se faire vacciner. De leur côté, les adolescents se font quant à eux vacciner au lycée et au collège et depuis qu'ils ont compris qu'ils avaient la possibilité de s'y opposer, la grippe A pourrait devenir l'objet en quelque sorte d'un défi de l'autorité parentale. Témoignage aujourd'hui de certains d'entre eux avec Chantal Kimerlin et Vivien Roussel. Regardez. Ceux qui rêvent que leur baby ferme à cause de grippe A, si toi aussi t'en as rien à foutre de la grippe A. La grippe A et les ados, c'est d'abord un buzz sur le net. Plus de 500 000 visites sur les groupes de discussion jeunes et une majorité contre le vaccin. Tous les groupes sont un peu sur le ton de la déconnade, au second degré on va dire. Alors que c'est quand même un sujet important. Mais se marrer sur Internet n'empêche pas Horace d'être sérieux. Nommé responsable grippe A de sa classe de prépa, il a relevé les questionnaires santé que son lycée a distribués. Quels étaient les résultats?
Alors là, j'ai pas les papiers sur moi, donc je sais pas exactement, mais je pense que c'est à peu près moitié-moitié. Mais chez les plus jeunes comme son frère, on est un peu plus rebelle. En général, ils étaient plutôt contre. Je crois qu'il y a 4-5 personnes qui vont se faire vacciner. Même si les parents ont répondu oui à la vaccination scolaire, les ados, mineurs ou majeurs peuvent la refuser comme le précise la circulaire. La personne accueillie peut la refuser après avoir été informée. Et ça change tout. J'ai répondu non parce que le questionnaire qu'on nous a passé au lycée, c'était pour se faire vacciner au lycée. Donc je me suis dit que je préférais me faire vacciner à l'extérieur si je voulais, après. Non, je ne veux pas me faire vacciner parce que dans la lettre qu'on a reçue, il y a plusieurs pages sur les effets néfastes du vaccin. Oui, je veux me faire vacciner parce que ma mère veut que je me fasse vacciner, donc voilà. Vous n'avez pas le choix? Non, j'ai pas le choix. Et c'est peut-être ce que feront les ados dans les semaines à venir. Suivre l'avis des adultes qui semblent depuis quelques jours plus nombreux à se faire vacciner. À suivre, dans un instant, notre grand format sur les hooligans serbes. Un mois après le décès du supporter toulousain Brice Taton agressé à Belgrade, nous sommes retournés sur place. Document, vous le verrez, édifiant. Un dimanche de sport avec du rugby et les All Blacks intouchables. Les derniers résultats de la Ligue 1. Bordeaux, vous le verrez, vient de reprendre la tête du championnat. Et puis un peu de tennis. Enfin, le cinéma avec Christian Clavier qui nous parlera de la sortie de La Sainte Victoire. Il y incarne aux côtés de Clovis Cornillac, un homme qui se lance en politique. Mais avant cela, la crise et la quasi-faillite de Dubaï. On a longtemps pensé que l'Émirat était intouchable économiquement, mais sa réussite insolente était en fait fragile. Une dette exorbitante qui sera comblée par son voisin, l'Émirat d'Abu Dhabi. Mais c'est la crise immobilière qui suscite le plus d'inquiétudes aujourd'hui. C'est ce qu'ont pu constater nos envoyés spéciaux Romain Messi et Océan Grenier. Regardez. Il y a les grues, mais ça ne veut rien dire, puisque quand ils abandonnent, ils laissent les grues avec. Donc c'est toujours difficile de différencier. Des chantiers, des tours en construction, Philippe Ray en a toujours connu depuis 20 ans qu'il vit à Dubaï. Mais la crise, il l'a vu venir de loin. Jusqu'à il y a 1 an et demi, tout ce qui était mis en projet était vendu en 3 jours, entre 3 jours et 1 semaine, n'importe quel immeuble, sur plan. Avec la crise financière mondiale, l'argent s'est raréfié. Donc les projets ont arrêté d'être lancés, les projets ont arrêté d'être financés et les prix de ce qui existait déjà a chuté en gros de 50%. Une bulle spéculative qui explose et un résultat cuisant, 90 milliards de dollars de dette pour l'Émirat. Un brutal retour sur terre, de nombreux chantiers sont aujourd'hui arrêtés et le temps des projets pharaoniques semble pour l'heure révolu. Les îles artificielles en forme de planisphère ne comptent que la seule maison témoin depuis 1 an et le rêve d'une tour d'1 kilomètre de haut est retourné dans les cartons. Mais rares sont ceux qui osent critiquer la politique économique de l'émir. Cet architecte, auteur de nombreux projets à Dubaï, le fait à visage caché. Règle numéro 1, ne dites jamais à la famille royale qu'elle a tort. Règle numéro 2, ne dites jamais qu'un projet est raté ou impossible. Dubaï, c'est le modèle d'un capitalisme narcissique et impérialiste qui ne respecte aucune règle. Ce modèle-là n'est pas tenable. Et les premières victimes de la crise à Dubaï, ce sont eux. L'armée de l'ombre, ces travailleurs immigrés qui représentent 80% de la population locale. Les gens ont faim, on tombe malade. Et les patrons nous répondent, c'est la crise, on ne peut pas augmenter les salaires. Si vous n'êtes pas content, vous n'avez qu'à retourner au Bangladesh. Dans l'immédiat, les drapeaux des promoteurs immobiliers flottent toujours au vent. Et l'inauguration de la Burj Dubaï, la plus haute tour du monde avec ses 800 mètres, est toujours prévue en grande pompe le 4 janvier prochain, comme si de rien n'était. À coups de milliards de dollars, l'émirat de Dubaï se rêvait il y a peu comme la 8e merveille du monde, l'endroit où tout était possible. Rattrapé par la crise et l'endettement, il compte aujourd'hui sur l'argent de son grand frère, Abu Dhabi, pour ne pas faire une croix sur ses ambitions. Notre enquête maintenant sur les hooligans. Il y a un mois, un jeune supporter toulousain succombait à ses blessures après avoir été roué de coups en marge d'un déplacement à Belgrade. Le match retour aura lieu cette semaine à Toulouse. Alors qui sont ces supporters serbes? Nos équipes étaient hier à Belgrade à l'occasion du derby qui oppose les 2 équipes de la ville. Une chose est sûre, le drame du jeune supporter français n'a en aucun cas changé leurs habitudes. Grand format signé Franck Genozo et Jean-François Monnier. Depuis quelques mois, son visage s'affiche un peu partout dans Belgrade. Chez les supporters serbes, Uroš Micić est considéré comme un héros. C'est un hooligan qui a tenté de tuer un policier.
C'était il y a un an, au cours d'un match de l'Étoile Rouge de Belgrade. Un policier en civil, hagard, déambule, arme à la main dans les tribunes. Il vient d'être démasqué par les supporters. Uroš Micić, 19 ans, a tenté de lui mettre un fumigène dans la bouche. Il est arrêté. Mais pendant de longues minutes, ses camarades vont tenter de le délivrer. En vain, jugé, Uroš Micić écope de 10 ans de prison ferme. Les supporters de l'Étoile Rouge continuent à crier au scandale. Les fans ne comprennent vraiment pas cette situation, qu'il soit emprisonné. Ils demandent purement et simplement qu'il soit libéré. Une histoire qui en dit long sur le niveau de violence des hooligans serbes. Depuis 2 mois, leur réputation a largement dépassé les frontières du pays. Après la mort de Brice Taton, supporter toulousain venu assister au match de son équipe et agressé à la terrasse d'un café. 14 hooligans ont été arrêtés. Ils risquent jusqu'à 40 ans de prison. Tous font partie du principal groupe de supporters du Partizan. On les appelle les croque-morts. Certains ont accepté de nous rencontrer dans un bar où la bière coule à flot. On exhibe fièrement ces cicatrices de bagarre. Tous disent regretter la mort de Brice Taton, mais trouvent des excuses aux agresseurs. C'est triste de perdre une vie humaine, mais franchement, on ne doit pas les condamner à 20 ans de prison. Si ça arrive, ce sera simplement pour faire plaisir à l'Union européenne. Les jeunes qui ont fait ça sont des enfants de la guerre. Il est possible qu'ils aient une aversion envers les pays qui ont bombardé Belgrade, comme la France et les États-Unis. Depuis 15 ans, les groupes de supporters serbes ont toujours joué un rôle politique, souvent proche du nationalisme. Pendant la guerre, le chef militaire Arkan, criminel notoire, recrutait ses hommes dans les rangs des supporters de l'Étoile Rouge. Aujourd'hui encore, les hooligans sont parfois proches de plusieurs groupes criminels. Ils contrôlent la rue par la violence. Selon certains spécialistes, ils pourraient même déstabiliser l'État. Ils grignotent chaque jour un peu plus de pouvoir et ils le prennent de façon silencieuse. Ce ne sont pas des révolutionnaires, ce sont des criminels. L'État serbe a donc décidé de contre-attaquer. Illustration hier soir avec un match test. Ici, on appelle cela le derby éternel. La rencontre sulfureuse entre le Partizan et l'Étoile Rouge, les 2 équipes de Belgrade. Dans le couloir des vestiaires, le déploiement policier est impressionnant. À l'entrée, les contrôles sont renforcés. Les supporters sont même priés d'abandonner jusqu'à leur petite monnaie, à même le sol. Et pourtant, dès le début du match, les policiers vont s'apercevoir que la fouille n'était pas si complète. En deuxième mi-temps, les croque-morts vont même incendier la tribune. Les pompiers tentent d'intervenir. Ils doivent reculer sous une pluie de projectiles. Pour le match à Toulouse, jeudi prochain, le club de Belgrade a annoncé qu'il n'y aurait pas de déplacement officiel de supporters. Mais certains comptent s'y rendre par leurs propres moyens. Une soirée à haut risque en perspective. Pour éviter les incidents, les autorités serbes ont promis de transmettre les identités de nombreux hooligans pour leur interdire l'accès au stade de Toulouse. Dans le même temps et pour apaiser les tensions, les joueurs du Partizan se rendront sur la tombe de Brice Taton afin de lui rendre un dernier hommage. Le sport avec les images et les résultats du week-end du football. Tout d'abord avec la Ligue 1 plus calmement et Bordeaux qui reprend la tête du classement après sa victoire 3-0 à Nancy. Et puis retour sur l'écrasante victoire des Blacks hier en rugby. Images également de tennis. Un dimanche de sport avec Manuel Tissier. Le champion est de retour. Bordeaux récupère ce soir son fauteuil de leader de la Ligue 1. Et les Girondins n'ont pas fait de détail à Nancy. 3-0. 3 buts signés Fernando. Wendel avec un astucieux ballon piqué. Et enfin, Gouffran. Le Mans et Saint-Etienne ont fait match nul un partout. Lyon joue ce soir à Rennes pour tenter de reprendre la 2e place. La douleur de Grégory Coupé. Le gardien du PSG s'est fracturé la cheville hier soir. Du coup, les Parisiens n'ont pas eu le cœur à fêter leur victoire 1-0 face à Auxerre. Coupé, 36 ans, opéré dans la nuit, sera absent 3 mois minimum. En Angleterre, le choc de la 14e journée a tourné à la démonstration. Chelsea a dominé Arsenal, pourtant à domicile, 3-0, avec 2 buts splendides de Didier Drogba. 2 buts qui permettent aux Blues de prendre le large en tête du championnat.
À Marseille hier soir, ce sont les Bleus de France qui ont pris une leçon de rugby. C'était la tornade blanche de Nouvelle-Zélande. Impressionnant, les All Blacks ont dominé le 15 tricolore 39-12, 5 essais à 0. Il n'y avait rien à faire au stade Vélodrome contre les maîtres du ballon ovale. Lui, c'est le maître du tennis. Le russe Nikolai Davydenko remporte à Londres le Masters, dernier tournoi de l'année. En finale, Davydenko a dominé en 2 manches l'Argentin Del Potro, 6-3, 6-4. L'objectif de Davydenko pour 2010, gagner en Grand Chelem et devenir enfin populaire. La page cinéma, et avant de retrouver Christian Clavier qui vient nous parler de son dernier film, voici le box-office de la semaine en tête. Bon démarrage pour Le Vilain 2 et avec Albert Dupontel à ses côtés Catherine Fro. Ensuite le dernier Walt Disney adapté d'un roman de Charles Dickens, Le drôle de Noël de Scrooge, un film en 3D avec Jim Carrey. Ensuite Bienvenue à Zombieland avec le titre, en tout cas tout est dit. La sortie de la semaine maintenant avec Christian Clavier et Clovis Cornillac qui sont à l'affiche de La Sainte Victoire. On pourrait penser à un casting de comédie, mais en fait le tandem nous propose une peinture de l'univers politique avec ses failles, ses petites affaires entre amis et son cynisme. Avec nous donc ce soir Christian Clavier, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'interpréter au départ ce personnage? C'est le scénario, c'est quoi? Le scénario, les réalisateurs, ouais. Parce que j'avais vu son film avant qui s'appelait Le rôle de sa vie et qui était sur un sujet relatif à notre profession, qui n'était pas un sujet facile. Et j'ai trouvé que le film était agréable, captivant, plaisant. C'était juste, mais du cinéma. C'était jamais ennuyeux, si vous voulez. Et donc je me suis dit, puis j'ai eu un bon contact avec lui, je me suis dit, on risque de faire un film probablement juste, qui va probablement sonner juste, qui va être intéressant, mais qui ne sera pas didactique ou trop... enfin, un peu à l'américaine, si vous voulez. On prend le cadre de la politique, et comme pas mal de films américains qui ont traité de ça, ou le milieu du journalisme, avec d'une manière captivante, c'est pareil là. Parce qu'on n'est pas dans une comédie, on est vraiment dans... Non, c'est un thriller politique. C'est un thriller politique. C'est vraiment... Il y a des vrais problèmes entre les gens, quoi. Alors, vous jouez François Cluzel, social-démocrate, qui brigue la mairie d'Aix-en-Provence, un politique intègre, mais qui va faire une mauvaise rencontre. Alors, à quoi ressemble La Sainte Victoire? Eh bien, on voit cela avec Marie Jaujoin et Jean-Marie Lecartier. Regardez. Drôle d'ambiance pour une rencontre. Clovis Cornillac, Christian Clavier, un réalisateur perplexe. Il y a un truc bizarre aussi. À chaque fois qu'on vous interroge, vous répondez avec vous prenez une voix grave, pas du tout comme vous parlez dans la vie, Jean Beau. Oui, je ne sais pas, peut-être, non. Merci pour vos commentaires. Vexé, Christian Clavier, vous l'avez cru? Non, ce n'est qu'un dialogue du film. Un scénario sur l'obsession de la réussite d'un jeune architecte. En mal de reconnaissance sociale, il devient le coach, le mécène d'un député vertueux, candidat à la mairie d'Aix-en-Provence. Tu fais venir un pote super pro en disant qu'il acceptait gracieusement le shooting par conviction politique. Tu parles, ça m'a coûté 4000 €. Une relation complexe où l'amitié rime avec intérêt. C'est ces gens qui ont cette énergie folle, tu les vires par la porte, ils reviennent par la fenêtre, ils débarquent par la cheminée. Enfin, c'est très agaçant et en même temps il y a quelque chose de lumineux dedans. Je m'occupe de Vincent Cluzel. Campagne électorale sur fond de magouilles immobilières, de la politique fiction un peu. Mais Christian Clavier a été séduit surtout par les dérives de l'humain. Merci pour avoir pris tout le meeting à ta charge. Ce qui l'intéressait vraiment, d'ailleurs c'est comme moi, c'est l'aspect non pas... Clearstream ou grandes affaires, etc. C'est l'aspect, voilà, petit bout de la lorgnette, quoi. Défendre des convictions comme ça de terrain, etc. Il faut qu'on se fasse confiance. On n'a pas le choix. Et là, tout ira bien. On est pris dans l'engrenage de ces personnages, chacun avec leurs angoisses, les enjeux qui deviennent... Mais il y a de l'amour, il y a effectivement de l'amitié, de la trahison, c'est-à-dire que c'est du cinéma, quoi. Du bon cinéma d'action même, et 2 acteurs totalement en harmonie. Étendu la pépère. Merci d'être venu. Moi, je vais rentrer. Virer et virer. Alors au départ, dans ce film, vous êtes un peu candide, un peu naïf, puis il y a Clovis Cornillac qui arrive et puis vous fait basculer dans le mauvais sens un peu. Oui, enfin, je crois que tous les personnages que prend François Favras, ils sont confrontés à un principe de réalité. Il n'est pas tellement candide, c'est un homme politique, il sait dans quel monde il est, c'est un monde difficile, dur, mais il se trouve que ce garçon va finir par, Clovis Cornillac, Xavier va finir par tomber amoureux de sa fille, donc... ça va mélanger les choses. Donc il va mélanger les choses, quand on mélange les gens, hop, il y a quelque chose qui peut être plus fragile pour lui, et puis à ce moment-là, il trébuche, mais tous sont confrontés à quelque chose... qui est que la réalité qu'ils ont rêvée n'est pas celle-là, quoi. Elle est autre, et donc ça coûte.
Vous le disiez, on avait plutôt l'habitude de voir ce genre de films, plutôt aux États-Unis, assez rarement en France, sur la politique. François Favre, il s'est inspiré, il a rencontré des hommes, des personnalités politiques pour être au plus près, en tout cas, de la réalité. Je crois, oui. Je crois. Il y a eu des films sur la politique en France, mais peu qui ont sonné juste. Il me semble que celui-là sonne juste. Et le danger, c'était le populisme, c'est-à-dire tous pourris, c'était aussi ça. Oui, bien sûr. Ça, c'est le côté démagogie qui est un peu facile. Non, c'est beaucoup plus intéressant que ça. C'est-à-dire que les personnages sont complexes. Ils gagnent, ils perdent, ils se trahissent, ils s'aiment. Ils ont le pouvoir, ça entraîne un certain nombre de conséquences. C'est intelligent, c'est un film intelligent et pas ennuyeux. Voilà. Qui a l'air de vous plaire, en tout cas. Je me suis amusé à le faire. Parce que, si vous voulez, je trouve que quand on interprète des personnages, il ne faut pas simplement penser à soi. Il faut penser quand même aux gens qui vont le regarder un peu plus tard. Et c'est un vrai cinéaste, François Favre. C'est ce que pense Clovis, d'ailleurs, j'en suis sûr. Hein. Moi, j'étais très heureux de tourner avec lui. On fait ce duo antinomique, mais on est dirigé par un metteur en scène. Il fait du cinéma, c'est un vrai cinéaste. Alors c'est plaisant de trouver quelqu'un qui vous amène à faire ça. Alors vous voilà en retenue, un peu moins dans la cage aux folles, ça marche bien, 130 000 personnes, c'était un vrai pari. La cage aux folles. Ouais. Oui, c'est ce qu'on dit, c'est ce que les gens ont dit. Moi j'ai toujours pensé que la pièce, quand je l'ai lu, que la pièce était tellement géniale qu'en travaillant très honnêtement, on allait beaucoup plaire aux gens. Oui. Alors c'est ce qui se passe, on est très heureux avec Didier Bourdon. Oui, on forme un couple vraiment intéressant, étrange mais intéressant. Une dernière question, est-ce que vous n'avez pas le sentiment, Christian Clavier, on connaît votre relation amicale avec le président de la République, qu'on vous a finalement reproché un peu cette amitié dans les médias ou d'autres? Oui ou non? Oui, au moment de l'affaire de la villa? Oui, c'est vrai, oui, mais ça c'est plus à vous de le dire qu'à moi, mais ça me semble assez vrai. Oui, c'est étrange d'ailleurs qu'on puisse reprocher des amitiés, mais bon, ça fait partie du microcosme de notre... Ça vous a gêné, dérangé? Je crois que c'est dérangeant en soi qu'on vous reproche l'amitié. Merci beaucoup, Christian Clavier. La Sainte Victoire donc sort mercredi sur les écrans. Plusieurs récompenses maintenant pour l'information de France 2 qui a obtenu 3 prix ce week-end au Festival du Scoop d'Angers. Envoyé spécial recueille le Grand Prix Jean-Louis Calderon, décerné à Gilles Jacquier pour son reportage sur l'Afghanistan. Et puis le prix Planète du public, décerné à Manon Loiseau pour son sujet sur l'Iran, produit par l'agence Magnétopresse. Le magazine 13h15 le samedi a également été honoré, et c'est Vincent Nguyen et Jean-Sébastien Desbordes qui ont obtenu le prix du documentaire pour leur reportage sur les migrants de Calais. Bravo à eux. Et puis comme chaque dimanche, un coup d'œil sur l'agenda de la semaine à venir. C'est demain, lundi, que les Restos du Cœur lancent leur 25e campagne d'hiver. 100 millions de repas ont été distribués l'an dernier. Mardi, c'est la journée mondiale de lutte contre le sida. Il faut toujours se mobiliser contre la maladie. Enfin, vendredi, le très attendu tirage au sort de la Coupe du Monde de football depuis l'Afrique du Sud. 32 équipes seront réparties en 8 groupes. L'équipe de France devrait faire partie des têtes de série. On suivra tout ça de près. Ça vous intéresse, le foot? Bof. Bof, hein. Bon, restez sur ce bof. Merci beaucoup. Fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo. Isabelle Martinet, 20h35. Tout pour plaire avec Mathilde Seigné, Anne Parillo et Judith Godrèche. Demain, l'information, c'est dès 6h30. Télématin, 13h, Élise Lucet. Et à 20h, c'est David Pujadas, bien sûr. Excellente fin de week-end et bonne soirée à tous. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr.